Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Banque mondiale suspend son financement en faveur de la République démocratique du Congo. 100 millions de dollars étaient censés être injectés en faveur de la gratuité de l'enseignement. Une suspension décidée après la publication d'un rapport révélant l'existence de fraudes. Le Gabon entend soutenir les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet visant à faciliter l'accès des PME à la commande publique et privée. Et enfin, une industrie touristique fortement affectée par la pandémie de coronavirus au Niger. L'Association nationale des professionnels du tourisme annonce un lourd bilan. Depuis le début de la crise sanitaire, près de 14 000 salariés issus du sous-secteur de l'hôtellerie se sont retrouvés au chômage. Mais tout d'abord, retrait de la coalition de l'opposition du processus concernant les élections législatives en Centrafrique. Information confirmée par les leaders de la CODE 2020 dans un communiqué publié ce 2 février. Communiqué dans lequel ils dénoncent un simulacre. Plus loin, ils font également part d'un constat selon lequel, je cite, « aucun leader de l'opposition n'a été élu au premier tour et qu'un seul a été retenu au second tour ». Les dirigeants de la coalition sont fermes. Ils exigent à nouveau l'annulation et la reprise des élections. À noter que la Cour constitutionnelle a annulé les résultats du premier tour du scrutin législatif dans 13 circonscriptions, des résultats annulés en raison d'irrégularités. Elle était censée décaisser 100 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. La Banque mondiale a annoncé ce 1er février la suspension de cet appui financier censé soutenir la gratuité de l'enseignement dans le pays. La raison de cette suspension, la publication d'un rapport de l'Inspection générale des finances qui révèle plusieurs cas de fraude. Plus de précisions dans ce sujet d'Ameneji. Suite à l'arrestation du directeur national du service du contrôle et de la paie des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après un rapport de l'inspection générale des finances qui avait saisi la justice en RD Congo, la Banque mondiale a suspendu son financement. Ayant conditionné son assistance à la gratuité de l'enseignement, l'institution envisageait déjà de décaisser 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cette situation met en péril deux choses. La première, c'est la réputation de la RDC vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, notamment les USA, qui ont renoué commercialement avec le pays, ou encore de ses partenaires financiers comme la Banque mondiale, qui soutiennent le pays en cette période de crise, notamment sur le plan de l'éducation. Il faut dire une autre chose, c'est que ces détournements portent un coup fatal au projet si cher au président Félix Tshisekedi. Cela sème le doute aux yeux des partenaires. En juin 2020, la Banque mondiale a approuvé un financement de 800 millions de dollars afin de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et public en RD Congo, le grand projet du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019. Mais il existerait des listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais. On se rend bien compte que finalement, le nombre pléthorique et de faux enseignants dans l'éducation nationale congolaise montre assez que la gratuité pourrait ne pas correspondre notamment aux besoins exprimés par le président Tshisekedi, puisque cet argent, on se rend bien compte, au lieu d'aller directement sur le plan pédagogique au bénéfice des élèves, rentre dans des poches de certains enseignants et de certaines personnalités haut placées dans les institutions de la RDC qui gèrent les finances du pays. Le coût de la gratuité de l'enseignement public instauré en République démocratique du Congo par la Banque mondiale avait été évalué à 2,6 milliards de dollars, soit une bonne partie du budget de l'État, chiffré à 6,8 milliards de dollars en 2021. Dans l'actualité également, il refuse une nouvelle fois d'obtempérer. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a annoncé ce 1er février qu'il ne comptait pas comparaître devant la commission anticorruption. Une position qui vient ainsi défier l'ordre formulé le 28 janvier dernier par la Cour constitutionnelle, soit la plus haute juridiction du pays. Dans un communiqué, l'ancien chef de l'État précise les raisons de ce refus. Il affirme en effet douter de l'impartialité du président de la commission anticorruption, le juge Raymond Zondo. Jacob Zuma qui assure également ne pas craindre d'être arrêté, condamné ou même incarcéré. Favoriser l'éclosion des petites et moyennes entreprises, c'est l'initiative mise en place par le gouvernement gabonais. À cet effet, un projet a été adopté le 22 janvier dernier en Conseil des ministres. Un projet permettant aux PME d'avoir un meilleur accès à la commande publique et privée. Les détails avec Marie-Raphaël Antelo.
Afin de créer des conditions favorables à l'éclosion des petites et moyennes entreprises gabonaises, un projet pour encadrer la sous-traitance au Gabon a été adopté par le Conseil des ministres le 22 janvier 2021. Objectif, favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique afin qu'elles puissent être des secteurs référenciés pour l'économie gabonaise. La compétitivité des PME n'a pas besoin d'être encadrée outre mesure par rapport aux relations entre les PME et l'État. Parce qu'au Gabon, le véritable problème est que on veut encadrer les PME pour servir de sous-traitants de l'État. Alors que les PME seraient plus robustes, beaucoup plus résilientes si elles étaient formées à affronter le service, quel que soit le client. Selon la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail, la population active gabonaise était de 741 583 travailleurs en 2020. Un chiffre certes appréciable par rapport aux autres pays de la région, mais qui peut cependant être amélioré d'après certains experts. Notons que le service public est considéré comme l'employeur principal au Gabon. Le climat des affaires au Gabon est globalement fébrile. Il est très fébrile du fait que le pays a beaucoup de défis par rapport à l'attraction des investisseurs. Donc les PME ont besoin d'un environnement beaucoup plus équilibré, d'une société moins xénophobe, de moins de tracasseries de contrôle visant les étrangers. Et c'est ça qui pousserait les PME à investir mieux au Gabon. Ce projet qui va créer les conditions favorables à l'éclosion d'un tissu de PME compétitive permettra l'élargissement du tissu économique, la création d'emplois et l'accroissement du PIB national. L'Éthiopie ambitionne d'améliorer le transport du carburant. Le gouvernement a procédé le 31 janvier dernier au lancement d'un projet ferroviaire. Les travaux qui seront menés par l'entreprise chinoise CCECC permettront notamment de relier la ville d'Awash au centre du pays. Joël-Marie Ballot. Le gouvernement éthiopien a lancé le 31 janvier 2021 les travaux de construction d'un projet ferroviaire. À travers la concrétisation de ce plan, le gouvernement nourrit l'ambition d'améliorer les services de fret pétrolier dans ce pays d'Afrique de l'Est. Exécuté par la China Civil Engineering Construction Corporation, ce projet ferroviaire va permettre de relier la ville d'Awash au centre de l'Éthiopie et la nation portuaire de Djibouti. Lorsqu'il sera achevé, il améliorera considérablement l'efficacité du transport du pétrole, renforcera la capacité d'exploitation du dépôt pétrolier et soulagera la pression de l'approvisionnement en pétrole en Éthiopie. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre de l'aspiration de l'Éthiopie à relier des lignes ferroviaires stratégiques. C'est pourquoi ce projet comprend également la construction de la gare d'Awash qui vient renforcer la connexion entre la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti et la ligne Awash-Kombolcha-Voldia. On va facilement évacuer le pétrole brut ou raffiné des zones de production vers des zones de consommation. Addis Abeba va être connecté à un pays frontalier comme Djibouti, ce qui n'est plus le prélude, mais plutôt une réalisation concrète des desiderata des pères fondateurs de l'Union africaine. La ligne ferroviaire, qui doit être achevée d'ici 12 mois, devrait atteindre une capacité de livraison annuelle de 1,3 million de tonnes pour assurer l'opération de 2 trains pétroliers par jour. À long terme, sa capacité de transport devrait passer à 6 trains par jour au plaisir des populations qui vont bénéficier de divers services de fret, y compris le transport de denrées périssables, de véhicules, de céréales et d'engrais. Au Niger, le secteur touristique subit les foudres du coronavirus. Selon l'Association nationale des professionnels du tourisme, près de 14 000 salariés issus du sous-secteur de l'hôtellerie se sont retrouvés au chômage depuis le début de la pandémie. Le Centre national de promotion touristique dresse lui aussi un bilan dramatique. Plus de 80% des établissements ont été en cessation d'activité entre mars et juin 2020. Philomène Tine.
La crise sanitaire due au Covid-19 a considérablement affecté le secteur du tourisme et de l'hôtellerie partout dans le monde. Au Niger, près de 14 000 personnes se sont retrouvées au chômage depuis le début de la crise dans le seul sous-secteur de l'hôtellerie, selon l'Association nationale des professionnels du tourisme. À en croire l'agence de la promotion du tourisme du Niger, une perte de plus de 11 milliards de francs CFA a été également enregistrée dans le secteur. Même si sa contribution à la richesse nationale demeure très faible, le tourisme reste parmi les secteurs les plus affectés par la crise liée au coronavirus, ce qui risque de retarder les projets de valorisation de l'attractivité du pays par l'augmentation de son industrie touristique qui devrait participer à titre de rappel à promouvoir le développement durable et la lutte contre la pauvreté, notamment à travers la conservation, la valorisation du patrimoine, l'art et l'artisanat. Entre mars et juin 2020, plus de 80% des établissements touristiques avaient cessé leur activité au Niger. Les professionnels du secteur estiment qu'il est nécessaire de centrer les intérêts sur la promotion du tourisme interne. Toutefois, la filière du tourisme au Niger était déjà sous le coup d'une insécurité depuis une décennie. Au-delà des mesures immédiates de soutien au secteur du tourisme, les autorités doivent poursuivre 3 priorités aux côtés des professionnels du secteur. Donc d'abord, en assouplissant les restrictions de déplacement et collaborer avec les professionnels du tourisme. Ensuite, redonner confiance aux voyageurs et stimuler la demande en s'appuyant sur des campagnes de promotion du tourisme interne, avec notamment l'émergence d'une nouvelle classe moyenne avec un pouvoir d'achat relativement élevé. Enfin, préparer des plans globaux de relance du tourisme afin d'adapter les destinations, d'encourager l'innovation et l'investissement et de repenser les secteurs du tourisme. Le Niger regorge d'énormes potentialités touristiques. Le secteur est pour le pays un instrument majeur de développement économique et un catalyseur de la croissance nationale. Nous partons à présent au Burkina Faso à la rencontre de Roukiata Ouedraogo. Actrice, humoriste, écrivaine, Roukiata Ouedraogo se distingue par sa polyvalence artistique. Alors qu'elle se destinait à une carrière de styliste, la jeune artiste s'est finalement tournée vers le théâtre. Reportage de notre correspondante Victoria Seji. Des tas de métiers différents pour en arriver à celui d'humoriste. Il faut assez de hargne pour y parvenir et ça, elle l'a réussi. Arrivée en France en 2000, Roukiata Ouedraogo voulait devenir styliste. Après avoir fait du chemin dans la cosmétique et aussi quelques échecs, c'est l'art dramatique et le cinéma qui lui ouvrent en fin de compte les bras. Je me suis dirigée vers la scène un peu plus tard parce que je voulais exprimer en fait des choses que je ne pouvais pas exprimer en tant que maquilleuse puisque j'étais maquilleuse. J'ai fait des tas de boulot. J'ai été caissière, femme de ménage, en fait j'ai tout fait. Vu que je viens d'un pays africain, du Burkina Faso, où il y a un accent, les gens me renvoyaient beaucoup à cet accent. Donc pour pouvoir prendre la parole et avoir suffisamment confiance en moi, j'ai décidé de faire des cours de théâtre. Et c'était juste un stage de prise de parole. Et suite à ça, un de mes professeurs m'a motivée. Il m'a dit, écoute Roukiata, il y a quelque chose, il faut absolument que tu viennes t'inscrire à l'école. La native du Burkina Faso reste intègre à ses origines. C'est d'ailleurs au pays de Thomas Sankara que le succès lui sourit pour la première fois. Son spectacle Yéléga, l'épopée des Mossé, écrit en 2008, la révèle au monde francophone. Gros coup de buzz pour celle qui ne forcera plus certes, mais qui a énormément travaillé pour s'imposer dans un milieu jadis masculin. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les hommes, il y a de la place pour les femmes. Donc elles sont, je trouve ça formidable qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent monter sur scène et parler de ce qu'elles veulent aujourd'hui. Je trouve ça génial. Que les femmes puissent se revendiquer humoristes et trouver les places. Avec près d'une dizaine de productions à son actif et plusieurs rôles dans le cinéma, Roukiata Ouedraogo est devenue l'un des visages féminins de l'humour les plus sollicités. Elle parcourt les scènes, partage ses chroniques avec des milliers d'auditeurs et spectateurs, offre sa voix pour des doublages. Auteur d'un livre intitulé Du miel sous les galettes, Roukiata est aussi engagée auprès de différentes associations au Burkina Faso, dans l'éducation et la santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.